Dernier exposé de cette longue série, de ce cycle qui a duré près de 12 ans, sur la géopolitique de la Russie, de Pierre le Grand à Poutine. Aujourd'hui, je termine par un exposé sur les fondements de la politique étrangère de Vladimir Poutine. Quatre parties dans mon exposé. D'abord, je rappellerai brièvement, parce que j'ai eu l'occasion déjà d'en parler assez souvent, euh, les fondements historiques, puis les fondements idéologiques, troisième partie, les fondements du point de vue de la doctrine Poutine, et enfin, je terminerai sur la partie que je développerai le plus, sur les fondements stratégiques. Alors, commençons donc par les fondements historiques. Auparavant, j'aimerais agrandir un petit peu la vignette, mais je n'y arrive pas. C'est subtil, vous savez, il faut tirer par là. Je ne sais pas. Bon, je n'insiste pas. La vignette demeurera ainsi petite. Si je fais comme ça, ah, peut-être. Ah, voilà, ça y est, j'y suis arrivé. Bien, donc les fondements historiques de la politique étrangère de Vladimir Poutine, j'en avais déjà parlé, donc je serai bref. Euh, D'un point de vue historique, euh, on peut dire que Poutine a deux obsessions depuis un quart de siècle qu'il est au pouvoir. La première, c'est d'assumer l'héritage des Romanov et l'héritage des bolcheviks. Ça ne fait aucun doute. Alors, du côté des Romanov, du côté des tsars, il a en tête l'expansion du territoire russe pendant toutes les 300 ans de l'existence de la dynastie. Euh, il sait que l'Empire s'est agrandi sans cesse et il a une forte admiration pour cela. Il y a un certain nombre de tsars qu'il semble particulièrement vénérer. Pierre le Grand, d'abord, qui a fondé la ville où il est né, Saint-Pétersbourg, en 1703, et qui a été le premier à avoir une volonté, une ambition d'ouvrir son pays vers la Baltique. Et ensuite, il y a bien sûr Catherine II, qui, à la fin du XVIIIe siècle, va notamment se diriger, si je peux dire, dans ses conquêtes vers la mer Noire et donc prendra la fameuse Crimée et une partie de l'Ukraine en 1783. Après, il y a le tsar Alexandre Ier qui a combattu, pardon, ah, j'ai fait quelque chose, qui a combattu Napoléon, puis Nicolas Ier, enfin Alexandre II, tous, vous le voyez sur cette carte, ont peu à peu colonisé à la périphérie de la Russie de très nombreux territoires. Poutine se veut aussi l'héritier de la période stalinienne, qui a vu aussi des conquêtes territoriales très importantes, à la suite donc du pacte germano-soviétique, de cette entente contre nature entre Hitler et Staline. Eh bien, la Russie a pu avoir toute une zone d'influence extrêmement importante depuis les pays baltes jusqu'à la, disons, au territoire euh, aujourd'hui de la Transnistrie, c'est-à-dire au bord de la mer Noire. Donc, cette zone d'influence, donc tolérée, acceptée par Hitler, elle va se transformer quelques années plus tard, à la fin de la guerre, en une occupation, une mainmise sur un certain nombre d'États d'Europe de l'Est. La Pologne, une partie de l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie notamment. Donc, une acquisition de territoires. Alors, ces territoires demeurent soi-disant indépendants, mais en réalité, c'est bien des satellites de l'Union soviétique.
Donc il y a cet héritage, cette expansion territoriale qui doit être un exemple, je suppose, pour Vladimir Poutine. Ensuite, évidemment, il y a la pensée qui a guidé cette expansion territoriale, hein, et qui continue. Euh, la première direction de cette poussée territoriale a été, je l'ai dit tout à l'heure, la Baltique, avec Pierre le Grand, qui met la main, donc, qui construit d'abord sa capitale, qui deviendra Saint-Pétersbourg, et puis ensuite qui commencera à mettre la main sur les futurs territoires baltes. Mais il y a Staline qui prendra les trois États baltes et les intégrera à la Russie. États baltes qui avaient été déjà, qui avaient fait partie donc de l'empire des Tsars depuis le XVIIIe siècle jusqu'à la guerre de 14. Ensuite, la deuxième direction de l'expansion russe, c'est bien sûr la mer Noire, la Méditerranée, les mers chaudes, hein. Donc tout à l'heure, j'ai rappelé les actions de Catherine II, qui en 1783 met la main sur la Crimée, et puis ensuite, Staline continuera dans les Balkans dans cette direction. Et enfin, il y a, enfin, pas tout à fait enfin, mais en Europe, c'est la troisième direction, c'est de créer un espèce de glacis protecteur en Europe, hein. Et là, ça sera l'action à la fois de Catherine II, qui profitera des trois partages de la Pologne en 1772, en 1793 et en 1795 pour mettre la main donc sur la Pologne d'une part et d'autres territoires. Et puis Staline terminera. Et enfin, la quatrième direction, c'est tout à fait vers la Chine. Il s'agit d'affaiblir ce qui apparaît très vite comme un grand rival, et notamment c'est Alexandre II qui entreprendra donc de mettre la main sur la Mandchourie lors des campagnes de 1858 et 1860. Le but, c'est d'affaiblir la Chine. Donc on a là quatre directions qui se retrouvent à la fois chez les tsars, chez les bolcheviks et maintenant chez Poutine. Je disais que historiquement, en commençant cet exposé, que historiquement, Poutine avait, disons, deux, comment dirais-je, enraciné sa politique dans deux éléments. Un élément qu'il considère comme positif, c'est-à-dire ce que je viens de rappeler, l'expansion territoriale des tsars et des bolcheviks, et un élément négatif, c'était la désintégration de l'Union soviétique pendant la présidence Helsinki. Et là, c'est une humiliation qu'il n'a jamais digérée. Et dans la politique actuelle de Poutine, il y a cette obsession d'effacer l'humiliation de ces années-là, des années terribles, dit Poutine, où la Russie a perdu 6 pays satellites de l'Europe de l'Est à partir de 89, donc la Pologne, le mur de Berlin, en raison de l'insurrection polonaise, Solidarnosc, puis de la chute du mur de Berlin. Donc 6 pays sont désatellisés, et puis, bien sûr, en 91, lorsque l'Union soviétique est désintégrée, eh bien, c'est plus de 5 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire plus de 10 fois la France, qui sont perdus par la Russie. Et ça, c'est un souvenir terrible pour quelqu'un comme Poutine. Souvenir terrible aussi, c'est toute la présidence Helsinki. Même si c'est Helsinki qui lui a mis le pied à l'étrier, finalement, Helsinki, tout ce qu'il a pu faire lui apparaît comme vraiment très négatif. Un Helsinki alcoolique qui est en guerre contre les nationalités et qui va perdre la guerre, je parle évidemment de la première guerre de Tchétchénie, un président qui ne sait pas ralentir une baisse catastrophique du niveau de vie, un pays qui est mis aux enchères puisque tout était à l'état jusque-là et désormais
que ce soit l'industrie, l'agriculture, le commerce, tout est bradé donc au plus offrant, et notamment ce qui va enrichir les futurs oligarques. Un président qui très vite va être prisonnier justement de ces oligarques qui se sont enrichis par le rachat de ce qui appartenait à l'État jusque-là. Un président qui entre en conflit avec le Parlement, un conflit violent, qui est empêtré dans des crises financières et économiques considérables, et finalement un président qui apparaît, je parle d'Eltsine, à la remorque des États-Unis. Donc, si on veut résumer sommairement la pensée d'Eltsine, c'est plus jamais ça, plus jamais ça. Donc, cette première partie a été très rapide, je le répète, non pas qu'elle soit inintéressante et peu importante, mais parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler lors de mes exposés précédents. J'en arrive donc à la deuxième partie, les fondements idéologiques de la politique de Poutine. Alors bien sûr, par fondement idéologique, j'entends toutes les bases qui sont liées à un système d'idées, de croyances, de valeurs, de représentations qui vont guider la compréhension du monde selon Poutine et justifier les actions. Donc, creusons un peu cela. Alors, au départ, il y a dans l'entourage de Poutine, chez notamment ceux qui vont l'aider à forger justement une idéologie, il y a tout le mouvement slavophile du XIXe siècle qui est récupéré. Vous savez que ce mouvement donc avait pour but de dire que et de défendre l'idée que l'Occident était déjà décadent et que le rôle historique, le rôle plus qu'historique, le rôle, la mission sacrée de la Russie, en s'appuyant sur l'orthodoxie, qui est la foi la plus pure qui soit, la religion la plus pure, donc en raison justement de cette supériorité religieuse, eh bien, désormais, c'est à la Russie de conduire le monde. C'était donc l'idée des slavophiles, ce que je développe sommairement là, il y a un instant, on peut le retrouver presque tel quel dans un article de Vladimir Soloviev, qui était un des partisans donc de ces idées. Ensuite, Poutine va, l'entourage de Poutine va récupérer un certain nombre d'idéologies du XXe siècle, idéologie occidentale qui avait permis de forger le nazisme, le fascisme, et puis il va s'appuyer surtout sur la pensée d'un homme, Alexandre Douguine, qui propose une synthèse qu'on a appelée le néo-eurasisme, qui permet d'avoir une idée du fondement idéologique justement de la pensée poutinienne. Alors, selon Douguine, il y a une entité géographique formée par la Russie et tous les territoires habités par les Slaves. Donc c'est une entité géographique évidente, mais c'est aussi, et Douguine insiste beaucoup, une entité civilisationnelle qui est, par sa culture, par son passé, son histoire, qui est une entité distincte de l'Europe comme de l'Asie. Et ce qui forge avant tout cette entité, c'est l'hostilité déclarée à l'Europe et à l'Amérique. Il faut combattre le mondialisme, il faut combattre l'idéologie des droits de l'homme, bref, toute la dégénérescence occidentale, son multiculturalisme, son ouverture à l'immigration, tout ceci, pardon, est une menace pour la civilisation, d'abord occidentale, donc les Occidentaux sont fichus, mais par contamination, ça pourrait devenir une menace pour la civilisation russe. Donc combattons, détruisons
cette entité européenne et américaine, faisons tout, quitte à s'allier avec l'Asie, avec la Chine. Voilà donc un des fondements idéologiques importants de la pensée poutinienne qui passe donc par Douguine. Ensuite, il y a donc une récupération assez hétéroclite de la période soviétique. Alors, ce petit schéma que j'ai trouvé sur Internet donne une idée de ce bric-à-brac de la période que l'on récupère et que l'on assume. Il y a bien sûr Lénine, il y a toute l'organisation militaire, les chars, par exemple, l'effort soviétique pour maîtriser l'espace, le Spoutnik par exemple, et puis il y a donc aucune raison pour effacer la période soviétique de l'histoire russe. Il faut au contraire articuler l'histoire actuelle sur ce passé soviétique, comme d'ailleurs sur le passé tsariste. Et tout ceci, c'est le dernier point de ce que j'ai appelé les fondements idéologiques, tout ceci doit s'appuyer sur l'orthodoxie. Euh, L'Église orthodoxe, donc, est considérée par Poutine comme l'axe central, le catalyseur de toute la civilisation russe. Et donc, tout doit être fait pour donner ou redonner à l'Église orthodoxe son importance, pour s'appuyer sur elle. Et bien entendu, celle-ci est sollicitée pour appuyer Poutine, ce que le patriarche Cyril fait avec beaucoup d'entrain. J'en arrive à la troisième partie, je serai également assez bref, que j'ai appelé les fondements doctrinaux de la politique étrangère de Vladimir Poutine. C'est-à-dire, je voudrais, sommairement toujours, hein, puisque j'ai très peu de temps, euh, dégager quels sont les principes, les règles qui guident la politique et la stratégie poutinienne. Alors, j'en ai dégagé quatre axes dans cette doctrine Poutine. Le premier axe, c'est très important, c'est l'affirmation d'une primauté de l'État-nation, sur les normes universelles. Alors ça signifie pour Poutine que l'État est souverain. L'État avec donc ses lois, ses intérêts nationaux, ses traditions, eh bien l'État doit toujours primer sur les règles ou les principes universels. Ces principes universels que l'Occident brandit sans cesse. Ça veut dire donc les droits de l'homme, le droit international, les décisions des organisations supranationales comme l'ONU, la Cour pénale internationale. Donc, chaque fois qu'il peut y avoir un conflit, si je peux dire, entre les nécessités de l'État et les normes universelles, c'est toujours l'État qui doit l'emporter. Alors, l'un des familiers de Poutine, Vladislav Surkov, le mage du Kremlin, dont j'ai beaucoup parlé, bien c'est lui qui va mettre au point ce concept de démocratie souveraine. Alors, la Russie est une démocratie, mais cette démocratie doit se soumettre à l'État et aux nécessités de l'État. C'est ce qu'il appelle une démocratie souveraine. Bon. Deuxième élément, deuxième axe de la doctrine Poutine, qui est un concept aussi géopolitique et identitaire clé, si on veut comprendre les ambitions russes de Poutine, c'est
l'idée que la Russie a droit à une sphère d'influence, à une zone que Poutine va appeler l'étranger proche. Alors, cette sphère d'influence, ce sont des territoires qui ont été liés à la Russie, selon Poutine, soit par l'histoire, soit par la culture, soit par le sang, soit par la langue, mais c'est dans la culture. Donc, alors les pays concernés par cet étranger proche, cette sphère d'influence, sont essentiellement les pays, les ex-pays de l'Union soviétique. Pour, pour m'amuser, enfin, c'était pas pour m'amuser, au départ, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une carte sur ce concept de l'étranger proche pour Vladimir Poutine. Et voilà ce que ChatGPT m'a envoyé. Alors, d'abord des erreurs grossières, comme bon, parmi tant d'autres, la Moldavie, donc à la place de la Roumanie, la Géorgie, au lieu d'être dans le Caucase, là, c'est à la place de la Bulgarie, bon, l'Arménie à la place de la Turquie, donc des erreurs plus que grossières. Et deuxièmement, c'est très lacunaire. L'étranger proche, c'est beaucoup plus. On va le voir dans un instant. Alors, je montre cela comme ça, comme clin d'œil, pour détendre un instant de toutes les choses par rapport aux choses austères dont nous parlons. Mais c'est certainement pas pour, comment dirais-je, dévaloriser ChatGPT. Plus je le pratique avec prudence, plus je trouve que c'est extraordinaire comme outil pour travailler. Mais je reconnais que chaque fois que je lui ai demandé des images, comme il dit, c'est-à-dire des cartes, des graphiques, bien, il a mis un temps fou et pour accoucher en général de choses ahurissantes tellement elles sont loin de la réalité. Donc il faut s'en méfier. Alors, revenons à l'étranger proche avec une carte bonne. Alors, les pays qui sont considérés par Poutine comme, bien qu'ils soient aujourd'hui indépendants, comme, disons, faisant partie de cette zone d'influence dont je définirai tout à l'heure les actions possibles, sont les suivants. Alors, il y a les trois pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Pourtant, ces pays, je vous fais remarquer, font partie de l'OTAN, font partie de l'Union européenne. Malgré cela, Poutine les a intégrés dans sa sphère d'influence. Et ceci, bien sûr, fait craindre le pire. Ensuite, je citerai la Biélorussie, bon, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et les républiques d'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan et enfin le Kazakhstan. Donc, cette espèce de ceinture autour de la partie donc occidentale, occidentale oui, de la Russie, mais c'est l'Europe de l'Est, eh bien, que, qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les droits que s'octroie Poutine dans cette zone qu'il appelle l'étranger proche? Bien d'abord, je dois dire que pour lui, c'est une chasse gardée. Poutine rejette dans cette zone toute expansion de l'OTAN et même de l'Union européenne. Et il considère même comme une provocation toute tentative de les intégrer dans l'OTAN ou dans l'Union européenne, parce qu'il défend l'idée que ces territoires sont liés à la Russie par l'histoire, la culture et le sang. Donc, une chasse gardée.
L'Occident n'a, selon Poutine, aucun droit sur cette zone. Et au contraire, pour la Russie, c'est normal, c'est un terrain d'influence. Donc, il n'hésite pas à faire des interventions militaires. Je rappellerai tout à l'heure celle en Géorgie en 2008, en Crimée et au Donbass en 2014, et puis en Ukraine depuis 2022. Euh, dans cette zone, Poutine n'hésite pas à soutenir des régimes pro-russes, comme en Biélorussie ou en Arménie, selon les périodes. Et dans cette zone de l'étranger proche, Poutine s'octroie, disons, le droit de protéger, de veiller à ce que la langue russe soit toujours respectée et donc il y veille absolument. Je fais remarquer que on parle beaucoup, notamment dans les médias, dire bon, mais après l'Ukraine, est-ce que Poutine aurait d'autres ambitions? Bon, d'abord, après l'Ukraine, il faut ajouter et la Géorgie. On oublie toujours. Bon. Est-ce qu'il aurait d'autres ambitions? Ben, oui, je pense. Il a ce qu'il a fait en Géorgie, ce qu'il fait en Ukraine, je vois pas pourquoi il ne le ferait pas dans cet étranger proche que j'ai défini, et en priorité dans les pays baltes. Après, quand on dit Poutine va attaquer la Pologne, ça ne fait pas partie de l'étranger proche, la Pologne, hein, par exemple. Donc je pense qu'il y a là tout le programme absolument effrayant des ambitions poutiniennes dans la définition de l'étranger proche. Troisième axe de la doctrine Poutine, la multipolarité comme idéal stratégique. La multipolarité, c'est vraiment un concept central dans la pensée stratégique de Poutine, qui s'oppose frontalement à l'idée d'un monde unipolaire qui serait dominé par les États-Unis depuis la fin de la guerre froide. Donc pour lui, Poutine, il y a deux mondes, le monde unipolaire, celui que les États-Unis ont imposé depuis la désagrégation de l'Union soviétique en 1991, et c'est un monde, un système selon lui insupportable. À Munich, je reviendrai sur ce fameux discours de Munich de février 2007, il déclare le monde unipolaire est non seulement inacceptable, il est impossible dans le monde d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que pour lui, il faut mettre fin à l'hégémonie américaine, hégémonie politique, militaire, culturelle, et il refuse totalement les valeurs occidentales universelles qu'on voudrait imposer comme norme mondiale. Donc, à la place du monde unipolaire, Poutine travaille à la création d'un monde multipolaire, un monde où plusieurs grandes puissances exerceraient leur influence, une influence équivalente les unes aux autres, sans qu'aucune donc ne dicte les règles aux autres. Donc, j'ai mis ici sur la carte des étoiles à la Russie, à la Chine, à l'Inde, par exemple. Donc, ce monde multipolaire, c'est vraiment l'idéal pour Poutine, et c'est pas simplement un modèle géopolitique, c'est un vrai projet de renversement de l'ordre libéral occidental, dans lequel la Russie va retrouver un rang de puissance équivalent aux États-Unis, à la Chine ou à l'Union européenne, avec son propre modèle politique, culturel et historique. Quatrième élément et dernier que je citerai de la doctrine Poutine,
le droit pour la Russie au statut de grande puissance. Pour Vladimir Poutine, le statut de grande puissance, ce n'est pas une ambition récente, ce n'est pas une prétention, mais c'est un droit historique, stratégique, moral, et ce droit repose sur une triple légitimation qu'on va avoir, historique, géopolitique et civilisationnelle. Voilà, voyons d'abord le point de vue historique. Eh bien, Poutine, on retrouve ce dont j'ai parlé dans la première partie de cet exposé. Poutine s'inscrit dans la longue tradition des dirigeants russes qui considèrent que la Russie a toujours été une grande puissance naturelle. D'abord sous les tsars, lorsque c'était l'Empire, notamment au XVIIIe, au XIXe siècle, avec un maximum d'expansion territoriale, une puissance militaire incontestable, beaucoup d'influence sur l'Europe. Mais outre l'Empire russe, il y a eu la période donc de l'Union soviétique où elle a joué, où la Russie a joué le rôle de puissance, de superpuissance mondiale. Elle a vaincu le nazisme. Elle est devenue la rivale des États-Unis pendant toute la guerre froide. Donc, pour ces raisons historiques, pour la grandeur du passé, à l'époque tsariste comme à l'époque soviétique, la Russie a droit au respect et déjà au statut de grande puissance. Mais il y a une deuxième raison, des raisons qu'on pourrait appeler géopolitiques. Alors, c'est à cet endroit que Poutine affirme que la Russie possède une position géographique centrale dans le monde. Elle fait vraiment le pont entre l'Europe et l'Asie. La Russie, j'y reviendrai dans un instant, maîtrise d'immenses ressources énergétiques. Et enfin, la Russie contrôle une sphère d'influence régionale, mais très importante, qu'on appelle l'étranger proche. Et c'est pour ça que c'est cette importance géopolitique de la Russie qui lui permet d'être arbitre de conflits internationaux, comme elle l'a été récemment en Syrie, en Iran, en Afrique. Donc, la Russie doit avoir voix au chapitre dans la gouvernance mondiale. Mais s'ajoutent à ces raisons des raisons culturelles. Dans beaucoup de ses discours, Poutine défend l'idée d'une civilisation russe spécifique fondée sur, je l'ai déjà dit, l'orthodoxie, la langue, la culture russe, les valeurs traditionnelles. Euh, et il déclare il n'y a pas de Russie sans souveraineté et il n'y a pas de souveraineté sans un destin propre. Donc, cette pensée fait écho à des penseurs russes comme Solzhenitsyn ou, comme je disais tout à l'heure, Alexandre Douguine. Et puis, il y a une quatrième raison qui fait que la Russie doit être considérée comme une grande puissance, c'est sa force de défense. Alors là, Poutine, vous le savez, durant toute cette guerre avec l'Ukraine, n'a pas été avare de menaces de tout ordre. Notamment, dans cette force de défense, on insiste sur les forces de dissuasion nucléaire. Euh, la Russie, donc, possède ce qu'on appelle la triade nucléaire, c'est-à-dire, des missiles intercontinentaux, ICBM, des sous-marins nucléaires et enfin des bombardiers à long rayon d'action. Et Dieu sait si Poutine y insiste pour nous effrayer, euh, la Russie ne cesse de moderniser cet arsenal nucléaire, avec notamment la création de missiles dits hypersoniques comme Sarmat, dont je reparlerai tout à l'heure. Mais il n'y a pas que
des forces nucléaires dans cette force de défense. Il y a les forces armées conventionnelles qui ont été très modernisées. Et là, il faut faire allusion à la réforme profonde que Poutine a lancée en 2008, réforme militaire, réforme des effectifs, professionnalisation partielle de l'armée. Et puis, bien sûr, il y a toute l'expérience acquise sur le terrain depuis les guerres en Géorgie, en Syrie, en Ukraine. Il y a aussi la création, qui n'existait pas avant, de forces spéciales euh, qui mènent une guerre hybride et des opérations non conventionnelles. Donc, pour toutes ces raisons, la Russie, nous dit Poutine, est une très grande puissance. Et tout ceci est dit et n'a pas été assez entendu, à mon avis, par l'Occident, dans un discours que Poutine fait à Munich le 10 février 2007. Se tient alors la conférence sur la sécurité internationale et Poutine donc va à la tribune et fait un discours d'une importance capitale. Alors, d'abord, voyons le cœur du discours, le contenu central. Il y a plusieurs choses, plusieurs points que je voudrais souligner. Premier point, c'est la critique de l'unilatéralisme américain. À Munich, Poutine dénonce donc l'idée d'un monde unipolaire dirigé par un seul centre de pouvoir. C'est donc une référence explicite, évidemment, aux États-Unis. Nous assistons, dit Poutine, à une situation où un seul centre de pouvoir, un seul centre de force, un seul centre de décision domine le monde. Et il déclare que cette domination est injuste et contraire au droit international. Donc, premier point de ce discours de Munich, la critique de l'unilatéralisme américain. Deuxième point, c'est la réhabilitation qu'il réclame du rôle de la Russie. Et c'est là qu'il développe cette idée que la Russie, en tant que puissance indépendante, eh bien, elle réclame un monde multipolaire qui serait fondé sur le respect de la souveraineté de plusieurs États. Troisième point de la conférence de Munich, important aussi, ce sont les accusations envers l'OTAN. Poutine dénonce l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, qu'il considère comme une trahison des assurances orales qui avaient été données à la Russie après la chute de l'Union soviétique. L'élargissement de l'OTAN, déclare Poutine à Munich, n'a rien à voir avec la modernisation de l'Alliance ou avec la garantie de la sécurité en Europe. C'est une menace pour la Russie. Et enfin, quatrième point, qui est passé un peu inaperçu dans ce discours de Munich, c'est la préoccupation de Poutine sur la militarisation et ce qu'on appelle les boucliers antimissiles. Notamment, il critique le projet américain, qui est repris par Trump actuellement, de déploiement des systèmes antimissiles. Alors, non seulement aux États-Unis, mais en Europe, parce qu'en Europe, il considère que c'est une menace directe pour la sécurité de la Russie. Donc, voici ces points que j'ai repris ici, donc je vous laisse, si vous voulez, les noter. La critique de l'unilatéralisme américain, la réhabilitation du rôle de la Russie, les accusations envers l'OTAN, et enfin, la critique donc du projet de bouclier antimissile. Alors, dans ce discours de Munich, très important, il y a aussi des messages implicites, notamment la redéfinition des règles du jeu international. Poutine, à Munich, appelle à un rééquilibrage des rapports de force dans le monde. Il y a aussi comme message implicite la méfiance, j'ai à peine implicite, envers les institutions occidentales. Il remet en cause à Munich l'universalité des normes démocratiques promues par l'Occident.
Vous savez que c'est le gros argument, les droits universels qui, selon l'Occident, qui doivent être appliqués partout. Eh bien, Poutine dit non. Et enfin, l'affirmation d'un narratif russe qui soit différent. C'est-à-dire, Poutine dit à Munich, l'idée d'un ordre mondial non occidental, souverainiste et basé sur l'équilibre des puissances, voilà ce qu'il faut. Il faut donc détruire l'ordre mondial actuel et le remplacer par cet ordre donc multiple. Alors, le discours à Munich a été perçu, bien sûr, en Occident comme agressif, comme provocateur. Il a surtout révélé en 2007 un durcissement très net de la posture russe. Mais en Russie, ce discours a marqué, disons, a été salué comme le retour de la Russie sur la scène mondiale et la fierté nationale s'est trouvée très renforcée par ce discours. Donc, la conclusion, Dieu sait si elle est martelée, euh, la Russie n'est pas une puissance parmi d'autres, c'est une grande puissance par essence. Enfin, j'aborde la quatrième partie, donc que j'ai appelé les fondements stratégiques de la puissance extérieure poutinienne, ou si l'on préfère, comment la Russie exerce son influence sur le monde. Alors, avant d'attaquer vraiment les positions stratégiques de la Russie, je fais allusion donc à cette petite révolution, grande révolution qui a eu lieu donc dans les relations enfin dans la théorie des relations internationales. Joseph Nye, un politologue, conseiller politique de plusieurs présidents des États-Unis, notamment Clinton, on le voit sur la photo, Obama, euh, qui est décédé il y a quelques jours aux États-Unis, donc en mai 2025, a proposé une nouvelle théorie des relations internationales, dont aujourd'hui on s'inspire beaucoup. C'est lui, Joseph Nye, qui a trouvé l'expression de soft power à la fin des années 80, c'est-à-dire il a fait remarquer, il a dit, bon, ben, un État exerce une influence, une domination par la force, certes, ça ne fait aucun doute, mais aussi par d'autres moyens qu'il a appelés la séduction, le soft power. Et j'ai mis ce dessin qui représente, vous le voyez, donc les États-Unis sous la forme d'un aimant qui attire des, des milliers de personnes, des millions de personnes. Alors on ne nous dit pas pourquoi, mais nous le savons bien, qui attire pour la qualité de ses savants, de sa recherche, de son industrie, de sa culture, etc. Et c'est ça le soft power. On peut faire très brièvement un petit tableau comparatif. Donc le hard power, c'est-à-dire l'influence par la force, qui prend en gros deux aspects. Euh, on peut utiliser soit des moyens militaires, soit des moyens économiques, et ceci a pour but donc de réduire à l'obéissance les États sur lesquels on soumet ces forces. Et puis, parallèlement, il existe donc un soft power qui, lui, joue sur l'attractivité du pays. Il s'agit de séduire, soit par la culture, les idées, la diplomatie, et qui doit aboutir à une adhésion volontaire des États et non pas forcée comme par le hard power. Donc on va voir comment Poutine utilise les deux, hard power, soft power, et au risque d'enlever tout suspense, je vous dis tout de suite qu'il utilise beaucoup plus
le hard power que le soft power. Si vous voulez aller plus loin sur la théorie de Nye, de Joseph Nye, eh bien sachez que les éditions d'Il Jacob ont publié en 2004 l'un de ses ouvrages clés, la traduction d'un de ses ouvrages clés, sous le titre Les moyens du succès en politique internationale. Et c'est là qu'il définit, qu'il analyse le concept de soft power, de puissance douce. C'est un livre incontournable, comme on dit. Alors, examinons d'abord les principaux axes de la stratégie par la force utilisée par la Russie. Donc, ce qu'on peut appeler le hard power russe. D'abord, bien sûr, il y a des interventions militaires. Je dis bien sûr parce que c'est l'actualité, donc on en parle sans arrêt. Donc, les interventions militaires directes. Alors, il y a eu d'abord la Géorgie en 2008. Je rappelle très brièvement. En 1991, quand l'Union soviétique éclate, en Géorgie, la Géorgie devient indépendante, bien sûr, c'était une ancienne république soviétique, elle devient indépendante, mais il y a des troubles, notamment une certaine révolte des minorités ethniques qui sont en Géorgie, notamment les Abkhazes, les Ossètes, et à la suite de ces troubles et des pressions de la Russie, l'Abkhazie se déclare autonome en 91, mais cette autonomie, cette indépendance n'est reconnue que par quelques États, notamment la Russie. Mais à partir de 2004, un nouveau président arrive en Géorgie, Mikhail Saakashvili, qui, lui, est très européen, se rend compte que le danger, évidemment, majeur, c'est la Russie, et milite pour l'entrée, donc, de la Géorgie dans l'OTAN. Aussitôt, Poutine voit rouge et va déclencher un certain nombre de conflits internes à la Géorgie. La Russie favorise les insurrections en Abkhazie, et en fomente une en Ossétie du Sud. Donc la Russie procède toujours de la même manière. Elle s'appuie sur les séparatistes locaux, elle les alimente en armes, en hommes, et un beau jour, donc, l'armée russe intervient. Vous voyez en vert les zones qui sont occupées par l'armée russe, et je vous fais remarquer que l'armée russe, là, qui a pour siège Gori, la ville natale de Staline, est à quelques dizaines de kilomètres de la capitale Tbilissi. Ceci depuis 2008. Donc il n'y a pas que l'Ukraine qui est occupée en partie par les troupes russes. Ensuite, bien sûr, c'est les interventions militaires pour la Crimée et le Donbass. Rappel rapide, donc en 1991, l'Ukraine, qui était une république socialiste soviétique, devient indépendante. Et à cette occasion, reconnaît à la Crimée une autonomie, c'est-à-dire une constitution propre, avec comme langue officielle le russe et l'ukrainien, reconnaît que l'arsenal de Sébastopol restera à la Russie, qui mettra sa flotte principale, donc comment dirais-je, une autonomie de la Crimée, mais qui reste, bien sûr, tout à fait intégrée à l'Ukraine. En Ukraine, donc, se succèdent depuis l'indépendance des présidents tantôt favorables à l'Europe, tantôt plus souvent favorables à la Russie, qui est là, donc, dans son étranger proche, toujours prête à influencer dans son sens. Et notamment entre 2010 et 2014, il y a un Viktor Yanukovych qui est très proche de Poutine et qui soutient la politique donc de rapprochement avec le Kremlin. En 2014 se pose la question d'un remboursement des dettes ukrainiennes énormes, notamment pour la fourniture de gaz. Et Yanukovych, après avoir fait semblant d'hésiter pour demander soit à l'Europe, soit à la Russie d'aider l'Ukraine à payer ses dettes, choisit bien sûr la Russie.
Et à ce moment-là, éclate une révolte dans la capitale, à Kiev, sur la place Maïdan. Des manifestations monstres ont lieu pour destituer le président Yanukovych. Et le 22 février 2014, Yanukovych est destitué, ce qui est un camouflet terrible pour la Russie. Et Poutine réagit très agressivement. D'abord, quelques jours après, il fomente une vraie insurrection dans le Donbass en s'appuyant sur les séparatistes qui ont été très choqués par la politique linguistique de Kiev qui, qui n'a pas respecté l'importance du russe comme langue dans la région. Donc, le Donbass commence la guerre du Donbass, donc avec des séparatistes soutenus par les Russes en février 14, et peu après, fin février, début mars, en Crimée, des troubles éclatent aussi. Le Parlement criméen décide, bien sûr avec non seulement l'appui, mais c'est Poutine qui tire les ficelles, l'organisation d'un référendum pour savoir si la Crimée veut son rattachement à la Russie. C'est à grande majorité, puisque la Crimée est peuplée surtout de Russes, compte tenu de la politique faite par la Russie, c'est-à-dire de chasser les Tatars, qui étaient les occupants originels de la Crimée, et également les Ukrainiens. Donc la majorité de la population est russophone. Donc la Crimée, après le référendum, est rattachée à la Russie. Bien sûr, ce coup de force n'est pas reconnu, mais c'est un fait. Et Poutine, au moment de l'annexion, déclare: dans les cœurs et les esprits des gens, la Crimée a toujours été une partie inséparable de la Russie. Peu importe que la Crimée n'ait appartenu à la Russie que par une conquête et pendant un siècle et demi, ce qui compte, selon Poutine, ce sont les cœurs et les esprits. Pour les Russes, la Crimée était à eux, donc elle est à eux. Ensuite, bien sûr, en 2022 commence la guerre d'Ukraine. Je vous rappelle un petit peu quelles ont été les raisons invoquées par Poutine pour que le 24 février 2022, l'armée russe pénètre en Ukraine. Il y a 5 raisons qui ont été invoquées. Protéger la sécurité de la Russie face à l'OTAN, parce que l'idée soutenue par Poutine, c'était que l'OTAN menaçait la Russie, défendre les populations russophones opprimées. Bon, en réalité, il y avait certes cette nouvelle loi sur le russe qui défavorisait la minorité russophone, mais ça n'allait pas très loin. On peut parler en tout cas d'oppression et encore moins de génocide. Dénazifier l'Ukraine, parce que selon Poutine, la nouvelle présidence avec Zelensky, même si Zelensky était juif, représentait pour lui la continuité avec les nazis. Réunifier l'espace russe historique, parce que pour Poutine, ça ne fait aucun doute, l'Ukraine a toujours fait partie de la Russie historique, ce qui est totalement contesté et contestable. Et enfin, participer à un rééquilibre de l'ordre mondial. Voilà les raisons qui tentent de justifier donc l'invasion russe en février 2022. Ensuite, il y aura une intervention militaire en Syrie en 2015. Donc en Syrie, Bachar el-Assad, en août 2013, utilise les gaz contre la population. Et les Occidentaux et les Américains avaient toujours dit que c'était la ligne rouge et que le jour où Bachar el-Assad emploierait le gaz, aussitôt il y aurait une intervention. Et la France, l'Angleterre sont prêtes à intervenir. Mais au dernier moment, Obama renonce. Et aussitôt, Poutine va profiter de ce faux pas d'Obama et va déclarer que désormais c'est la Russie qui va surveiller l'arsenal chimique syrien
Donc il y a une implantation diplomatique et 2 ans plus tard, en septembre 2015, c'est une intervention cette fois-ci des forces militaires russes en Syrie. Poutine déclare: nous soutenons le gouvernement de Syrie de Bachar al-Assad, nous fournirons et nous continuerons à lui fournir aide et assistance technique et militaire. Et quand on regarde, on s'aperçoit donc qu'il y a des bases aériennes désormais russes en Syrie et surtout des bases terrestres et comme à l'attaquer des bases navales ou à Tartus. Donc, ça y est, la Poutine a mis la main, on peut dire, sur la Russie, sur la Syrie, excusez-moi. Donc ça, c'était les interventions militaires directes, hein, dans la stratégie de la force. Ensuite, il y a l'Afrique. Alors en Afrique, je n'ai pas le temps, mais il faut savoir que la pénétration de Poutine et de ses forces en Afrique est remarquable, par des ventes d'armes, par les médias, par l'économie, par des sociétés militaires privées, hein. Euh, donc, la Russie, peu à peu, a passé des actes, des actions de coopération avec une très grande partie des pays africains. Toujours dans cette stratégie de la force, il y a les menaces nucléaires que Poutine ne cesse de brandir. Alors, il y a d'abord des discours. Dans ces discours, dès l'intervention en Ukraine, le 24 février 2022, Poutine avertit que toute interférence extérieure entraînerait une réponse immédiate avec des conséquences jamais vues auparavant. Donc, il suggère très nettement une menace nucléaire, le 24 février 2022. Le 21 septembre, toujours de cette année 2022, dans une allocution télévisée, Poutine déclare: nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Ce n'est pas du bluff. Bon. Et il souligne que ceux qui tentent de faire chanter la Russie avec des armes nucléaires pourraient voir la situation se retourner contre eux. Ensuite, je citerai les mises en alerte des forces nucléaires, très inquiétantes. Le 27 février 2022, c'est-à-dire donc 3 jours après le début de l'offensive en Ukraine, Poutine ordonne de placer les forces de dissuasion nucléaire russes en état d'alerte spéciale. C'est sans précédent depuis la guerre froide. Dernièrement, lors de son fameux défilé sur la place rouge, avec le chef chinois notamment, donc le 9 mai 2025, lors de ces fêtes de la célébration de la victoire sur l'Allemagne nazie, Poutine affirme que les forces nucléaires stratégiques russes sont toujours prêtes au combat. Bon. Ensuite, il y a des essais et des démonstrations très inquiétantes de missiles nucléaires. En avril 2022, la Russie teste avec succès le missile balistique intercontinental Sarma, dont j'ai mis la photo ici, qui est capable de transporter des ogives nucléaires multiples, ce qui, bien sûr, renforce la capacité stratégique de la Russie. La Russie déploie des sous-marins nucléaires. Peu après le début du conflit avec l'Ukraine, il y a 6 sous-marins qui sont porteurs d'armes nucléaires et qui sont déployés, 2 dans le Pacifique et 4 à Mourmansk. Enfin, il y a la redéfinition du seuil d'emploi du nucléaire par Poutine. En effet, la doctrine nucléaire russe stipule que des armes nucléaires peuvent être utilisées soit en réponse à une agression contre la Russie ou ses alliés par des armes de destruction massive, mettons par une attaque atomique, mais aussi en cas d'agression conventionnelle qui pourrait menacer l'existence même de l'État. Donc même s'il n'y a pas d'emploi par l'adversaire de l'arme nucléaire, la Russie se donne le droit de l'utiliser. Donc c'est évidemment tout à fait inquiétant.
Autre stratégie par la force, hard power, l'instrumentalisation de l'énergie. D'abord, rappelons le poids énorme de la Russie dans le marché énergétique mondial. La Russie est le premier exportateur mondial, je parle avant 2022, de gaz, premier exportateur mondial, deuxième exportateur de pétrole, par Gazprom, qui est une entreprise d'État, il contrôle, Gazprom a le monopole de toute l'exportation de gaz en Russie. Il y a une exploitation en Sibérie et en Arctique, et des pipelines, on va le voir, vers l'Europe et vers l'Asie. Donc, grâce à ces moyens assez extraordinaires, Poutine peut exercer des pressions, ça fait partie du hard power, sur ses adversaires. Par exemple, l'Europe, jusqu'en 2022, était très dépendante de l'énergie russe, grâce à deux oléoducs, notamment Nord Stream, qui traverse la Baltique, et puis un autre pipeline, Druzhba, qui irrigue toute l'Europe de l'Est. Euh, il y a eu aussi, il y a souvent des pressions, des coupures de gaz. Euh, Par exemple, en 2006 et en 2009, en plein hiver, la Russie a coupé le gaz en Ukraine. Il y a également des réductions massives, quand la Russie le décide, de livraison vers l'Allemagne, la Pologne, la Bulgarie, tout de suite après l'invasion de l'Ukraine. Bon, il y a la possibilité de subventionner les pays alliés. Par exemple, pardonnez-moi, le gaz est moins cher pour la Biélorussie et la Serbie, qui sont des amis des pays alliés. Euh, Gazprom est utilisé comme un instrument de pouvoir, une entreprise vitrine. On dit souvent Gazprom, c'est le bras armé de l'État. Bon, euh, aujourd'hui, Gazprom a beaucoup de difficultés puisque elle aurait perdu, je crois, 7 milliards de dollars. Mais enfin, ne pleurons pas trop. Donc, au total, ce que je voulais rappeler simplement, c'est que l'énergie est pour la Russie de Poutine une arme de guerre économique et diplomatique. Enfin, je terminerai par c'est peut-être pas la dernière partie, les cyberattaques. Donc, vous savez qu'on appelle désormais cyberattaques tous les actes envers les systèmes informatiques de pays ennemis. Bon. Alors, les objectifs stratégiques sont bien connus. Il s'agit de paralyser l'adversaire. D'abord, ses infrastructures, c'est-à-dire l'énergie, par exemple, l'économie, tout ça, et puis les institutions, donc les hôpitaux, Bon. Ensuite, désorganiser la confiance démocratique, c'est-à-dire que par ces cyberattaques, on agit sur les élections, on l'a vu en Roumanie, par exemple. euh, Grâce à ces cyberattaques, on peut donner une image de la Russie qui ne correspond pas à la réalité, mais qui est très favorable, ou au contraire, délégitimer tous les ennemis. Enfin, on peut voir quel est le degré de riposte, le degré d'endurance de tous ces pays. Donc, c'est des tests. Les cibles, qui sont, bien, c'est les pays de l'ex-Union soviétique, ces pays de l'étranger proche qui sont visés, en priorité l'Ukraine, la Géorgie et l'Estonie. Mais tous les États membres de l'OTAN ou de l'UE ne sont pas à l'abri, au contraire, bien sûr, des cyberattaques. Les infrastructures les plus visées, c'est, je le disais tout à l'heure, l'énergie, transport, santé, beaucoup d'hôpitaux qui sont visés par les cyberattaques. Mais il y a aussi les médias, les partis et bien sûr les périodes de campagne électorale. Alors, j'avais pris sur l'Internet les exemples les plus marquants par exemple, de cyberattaques. En 2007, en Estonie, blocage total d'Internet, les banques, tout. C'était la première fois, vraiment. 2008, en Géorgie.
pour accompagner l'offensive russe. En 2014, l'Ukraine, piratage de communication militaire. 2015-2016, Ukraine, les centrales électriques, sabotage technique, etc. En 2016, aux États-Unis, pour l'élection présidentielle, hein, piratage du Parti démocrate Clinton. En 2017, c'est le monde entier qui est touché par un virus destructeur qui est diffusé depuis l'Ukraine, mais qui touche les multinationales. C'est ce logiciel qu'on appelle NotPetya qui détruit les données. Donc, vous recevez ceci sur votre ordinateur, vous êtes victime de Petya rançonneur. Les disques durs de votre ordinateur ont été cryptés avec un algorithme de niveau militaire. Il n'y a aucune voie pour restaurer vos données sans une clé spéciale. Vous pouvez acheter cette clé sur le Darknet, c'est-à-dire sur l'Internet clandestin, hein, en allant à tel endroit. Donc voilà. 2020, c'est une infiltration massive des réseaux gouvernementaux aux États-Unis. Et enfin, l'Ukraine, qui est également très attaquée. Donc, j'ai été un peu long, parce que c'est le principal, pour le hard power, pour toute la stratégie par la force, mais il faut bien sûr citer pour la Russie la stratégie par la séduction, le soft power. Vous voyez, ici, on a un résumé, au cas où cette notion ne serait pas encore très claire pour vous. Le soft power, c'est tout ce qui concerne la culture, le cinéma, les arts, la politique, la santé, la nourriture, pardon, l'art, la musique, la langue. Alors, il faut savoir, j'en avais déjà parlé à d'autres occasions, qu'il y a d'abord des médias qui ont été créés par Poutine pour influencer justement à la fois, bien sûr, le pays lui-même et les pays étrangers. Donc, c'est la création de Russia Today, par exemple, à partir du milieu des années 2000. C'est une chaîne de télévision anglophone qui a des succursales dans beaucoup de pays du monde, en France, en Amérique, en Arabie, par exemple. Il y a une agence de presse multimédia qui a été lancée, Sputnik, en 2014. Il y a des Google, un Google russe, Yandex. Donc, tout ceci permet d'influencer les, enfin de diffuser, disons, la bonne parole poutinienne. Culture et histoire. Alors, la langue russe est vraiment utilisée très fréquemment comme outil d'influence dans les pays post-soviétiques. Je vous donnerai quelques exemples. En Moldavie, vous savez donc que depuis le 91-92, il y a eu dans la partie orientale de la Moldavie une zone, la Transnistrie, qui s'est déclarée indépendante. Donc ce n'est reconnu que par la Russie. Là, il y a des troupes russes et bien sûr, le russe a été proclamé comme langue principale en Transnistrie et en même temps, compte tenu du voisinage, la Russie veille à ce que le russe, l'influence russe, soit très forte en Moldavie. En Ukraine, bon, la situation est compliquée. Vous avez sur cette carte, avant 2014, tout ce qui est en rouge, c'est la langue russe qui domine, et le reste, c'est la langue ukrainienne. Et vous voyez par conséquent qu'il y a toute cette partie orientale qui est vraiment de langue russe. Le Kazakhstan. Alors, au Kazakhstan, en vert, la langue russe. Ensuite, bon, là aussi, il y a des pressions russes. Medvedev a même dit que finalement, un jour ou l'autre, toute la partie qui parle russe pourrait être annexée à la Russie. Donc, il y a une forte influence russe au Kazakhstan. En Biélorussie, les choses sont différentes. Le russe est déjà, vous voyez, en rouge, très bien implanté, mais évidemment, la Russie veille à ce que cette implantation s'étende. Quant aux pays baltes, la situation est assez compliquée.
vous avez donc en orangé le parler russe et en orangé foncé près de 40%. Donc vous apercevez que l'Estonie, notamment la capitale Tallinn, il y a beaucoup, le russe est très parlé. Donc ça risque d'être un cheval de Troie pour les ambitions poutiniennes. Euh, enfin, je voudrais citer les alliances alternatives. Ça fait partie du soft power. C'est-à-dire que pour contourner l'Occident et les alliances occidentales classiques, la Russie s'est taillée au Moyen-Orient d'une zone d'influence très importante. Elle s'est d'abord alliée avec l'Iran. Au départ, sous Roménie notamment, il n'y a aucun contact avec la Russie. Puis, avec l'arrivée de Poutine, il y a une entente qui se fait à propos du programme nucléaire, des fournitures d'armes et de la guerre avec la Syrie. Donc, un accord a lieu, très important, fourniture de drones, notamment pour la guerre en Ukraine. De même, entre la Russie et la Turquie, les relations se réchauffent. Elles étaient plutôt froides, puisque même en 2015, l'armée turque avait abattu un avion de chasse russe, mais Poutine reprend la main et toujours en partir du programme nucléaire, des fournitures d'armes et des fournitures d'énergie, puisque la Russie fournit 40% du pétrole, 60% du gaz à la Turquie. Donc il y a une alliance qui s'est faite entre les deux. En Asie, je signalerai deux organisations. L'Organisation de coopération de Shanghai, qui a été créée en 2001 euh, et qui voudrait faire concurrence avec les grandes alliances occidentales. C'est la Chine, la Russie et le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, enfin disons la Chine, la Russie et les anciennes républiques d'Asie centrale qui se sont liguées pour créer cette organisation de coopération de Shanghai. L'Inde et le Pakistan se sont ajoutés. Donc ce n'est pas une alliance militaire, c'est une alliance culturelle, économique. Le siège est à Pékin. Et puis la deuxième organisation, ce sont les BRICS. 9 pays, puis 10, ont accédé au statut partenaire des BRICS. Les BRICS, donc, vous le voyez sur la carte en rouge, c'est le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Érythrée, l'Iran, l'Inde, la Chine et la Russie, qui veulent mettre en scène leur poids économique et politique, veulent peser, notamment par rapport au G7, et donc se réunissent annuellement. Voilà donc tous les moyens, vous le voyez, moyens par la force surtout, mais aussi par la séduction, donc qui sont opérés par Poutine. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.